Merci. Bonjour tout le monde. J'espère que la journée avance et puis on a des sujets aussi palpitants. Donc, je suis très heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui un peu le groupe Caméléon. On se sent privilégié parce qu'on est un acteur qui est en naissance. Et à ce moment-là, je pourrais vous expliquer très rapidement l'historique et la vision de l'entreprise, mais ce que je voudrais arriver à la fin, c'est de pouvoir, peut-être avec vos questions, engager un dialogue sur comment on vient structurer la filière, dans nos champs d'intérêt, comment on peut participer. Groupe Caméléon, c'est une toute nouvelle entreprise qui a été créée en juin 2018, donc c'est tout récent. On est en demande de licence pour être producteur de cannabis licencié. Donc, c'est un processus hautement réglementé qui prend de 12 à 18 mois avant d'obtenir la licence. Ça va bien, on a passé les premières étapes. Et là, ici, à Saint-Félicien, on a un beau projet, Nordica Nutraceutique, qui va être un environnement contrôlé, dans le but de produire et d'exporter des produits, dont le CBD. Donc, c'était très important d'ouvrir le dialogue avec la communauté et même avant qu'il y ait ce congrès-ci, on avait pris Laval, on avait eu des discussions avec M. Dallaire, avec Mme Bisson, avec M. Taillon, un peu tout le monde qui pourrait être intéressé à cette filière de produits-là. Donc, nous, ce volet-là est important. On a quand même des fondateurs qui amènent beaucoup d'expérience dans le domaine de la politique, développement d'affaires, mais surtout notre maître de culture, M. Dan Nossé, qui a plus de 27 ans d'expérience et il cultive le cannabis à travers le monde depuis de nombreuses décennies, au moins 2 décennies. Et il est aussi président de Crogenex, qui est une entreprise qui produit des souches, de la génétique, etc. Donc, c'est des sélectionneurs et c'est un avantage concurrentiel parce qu'on comprendra que jusqu'à tout récemment, c'était illégal, la production. Donc, on a quand même quelqu'un chez nous qui nous apporte cette habileté-là. Ce qui nous motive aussi à travers notre mission, c'est qu'on veut faire du développement socio-économique régional notre priorité. Ce sont les fondateurs, des gens qui sont issus des régions et qui veulent s'inscrire dans des régions. On aurait pu aller s'installer à Montréal, mais on n'y trouvait pas d'intérêt. Beaucoup de compétition, beaucoup de gens. Ici, on a des communautés, puis on sent que c'est tissé serré. L'appui qu'on a de la communauté locale, elle est fantastique. Et ça vient chercher quand même nos valeurs qui sont, entre autres, le respect. Donc, nous, on respecte nos partenaires, on respecte les communautés avec qui on est. Et la responsabilité. Donc, on parle de développement durable, on parle de produits sécuritaires. Donc, ça, c'est des choses qui sont très importantes. Donc, présentement, par contre, on n'est pas en production. On est en processus de travailler avec les ingénieurs de procédés et les architectes pour créer notre plan. La différence entre les huiles de cannabis et de CBD, de chanvre, c'est 2 produits qui sont issus de cannabis sativa. Donc, essentiellement, à la limite, c'est les 2 mêmes familles. Par contre, les huiles qui sont tirées du chanvre et du cannabis sont très différentes dans leurs propriétés, aussi dans leur aspect, les modes de culture et les effets. Donc, les modes de culture, juste parler du champ réglementaire, au Québec et au Canada en général, on permet la culture en champ du cannabis. Donc, il y a des fortes proportions de CBD, mais aussi de THC. Par contre, très peu de municipalités, les gens jonglent beaucoup avec l'idée. Je sais qu'il va y avoir quelques parcelles de recherche dans le coin de Mirabel cet été qui vont avoir lieu. Mais ça sera à voir comment le marché va évoluer. Et il y a une entreprise, 48 North, qui, elle, veut développer en champ, parce que c'est une question de coût de production qui est quand même très importante. Mais c'est ça. Dans l'aspect, la plante va être différente en hauteur, sa quantité de résine, les effets des différentes molécules sont très importants. Surtout la concentration THC-CBD. Donc, le THC, c'est la substance qui est psychoactive. Comme il avait été mentionné par nos collègues français, la chimie et la physiologie, tous ces aspects-là sont quand même très bien contrôlés. Le CBD va être utilisé surtout pour ses propriétés anti-inflammatoires, calmantes, etc. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces 2 molécules-là
bien, ce ne sont que 2 molécules à partir du cannabis qui peut avoir au-dessus de 500 composés, qui a à peu près au moins 75 cannabinoïdes. Et avec les terpènes, etc., bien, ils sont potentialisés différemment et il y a un très, très grand manque de connaissances présentement. Juste une petite question par curiosité. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de l'huile de CBD? Juste lever la main. OK, c'est quand même là, c'est ça. Parce que socialement, c'est de plus en plus accepté. On a juste regardé les journaux récemment. Au début, le gouvernement, et particulièrement le Québec, a mis des réglementations qui étaient quand même très serrées. Et je pense que le régulateur, le législateur a fait une bonne chose. Ils vont ouvrir progressivement les vannes pour, une fois que la démonstration, l'acceptabilité aurait été établie. Donc, les huiles de CBD sont extraites, dans la mesure du possible, avec des variétés qui ont un haut taux de résine. Donc, à ce moment-là, la résine se trouve surtout dans la fleur et les feuilles, donc le bourgeon. Et un des enjeux qu'on a présentement, un des grands défis, c'est la concentration en CBD qu'il y a dans nos plants. L'année passée, on a fait le tour d'un paquet de sélectionneurs d'est en ouest et le taux qui a été utilisé ou qui a été développé variait entre 1 et 2 Bien, pour l'industrie de l'huile de CBD, c'est pas rentable. Le seuil critique de rentabilité, à mon avis, n'est pas entré. Mais tantôt, on va parler de défis parce qu'ensemble, on pourrait faire de belles choses. On l'a dit tout à l'heure, dans le CBD, l'huile qui est extraite du chanvre, bien, la proportion est limitée par Santé Canada et toutes les variétés sont sous le 0,3 d'où la nécessité d'inscrire dans un programme d'homologation auprès de Santé Canada. L'extraction d'huile se fait de bien des façons. De façon artisanale, bien, les gens peuvent prendre même l'huile de chanvre, peuvent prendre l'huile d'olive ou quoi que ce soit. On laisse macérer et à ce moment-là, il y a un transport qui se fait. Par contre, le temps, la question aussi de produits qui vont être transférés, une question de goût, une question de quantité aussi qu'on doit absorber, c'est correct pour une méthode artisanale, mais pour une production d'intérêt à caractère commercial, comme c'est notre cas, ce sont des méthodes qui sont peu efficaces. Donc, on a commencé à regarder toutes les méthodes d'extraction disponibles, dont celle d'extraction du CO2. Je vous reviendrai sur les différentes modalités, mais une chose qui est très importante aussi quand on parle d'huile de CBD, puis bon, on parle d'extraction, mais aussi son potentiel thérapeutique. Présentement, beaucoup de gens, au point de vue de mise en marché, présentent l'huile de CBD comme une huile miracle pour répondre à je ne sais pas combien de dizaines, voire de centaines de symptômes. Moi, je suis prudent. J'ai été longtemps dans le domaine de financement de domaine de la recherche et il y a des prétentions qui ne sont pas nécessairement là. Il faut quand même faire attention. Et c'est pour ça que j'ai juste donné un peu un extrait d'une présentation de pharmacien qui a été faite au Québec par le CIS du Bas-Saint-Laurent. Et essentiellement, oui, il y a des preuves qui ont été faites pour certaines douleurs chroniques, pour certains symptômes, donc agents antiémétiques pour les gens qui souffrent du cancer, quoi que ce soit. Mais la plupart, il n'y a pas d'effets qui ont encore été démontrés. Et c'est certain qu'il y a aussi un élément qu'on considère très peu. Oui, ça pourrait être fait dans des quantités X contrôlées, mais quelle est la biodisponibilité du produit? On sait que le produit inhalé va être absorbé beaucoup plus par le corps que le produit ingéré en huile ou alimentaire. Donc, il y a énormément de choses à faire à ce niveau-là. Et je pense qu'au Québec, on est choyé. On a beaucoup de centres de recherche, que ce soit à Grinova, Bioptère ou à l'Université Laval, par exemple, l'Institut des nutraceutiques et des aliments fonctionnels, où on est capable de vraiment mesurer l'absorption des différentes molécules. Mais ce qu'il va falloir faire aussi, c'est de dire, bien, quel est l'effet combiné du CBD avec le myrcène, qui est une sorte de terpène, avec un autre type de terpène. Donc, toutes ces choses-là vont potentialiser certains effets.
mais on est loin de la coupe aux lèvres, puis moi, en tout cas, je pense que on parlait de respect et de qualité dans nos valeurs. On veut s'associer avec des gens, des organisations publiques, que ce soit nos universités, nos collèges, pour s'assurer que ça soit vraiment fait de façon la plus réaliste possible et la plus neutre, parce que beaucoup de gens vont peut-être acheter des recherches ou vont dire, bon, il y a un vide réglementaire, on pousse et on peut attribuer des propriétés qui ne sont peut-être pas aussi éprouvées à des produits. Donc, vous avez vu, j'ai mis l'exemple d'une SQDC. On peut y retrouver toutes sortes de produits sous forme d'huile, sous forme de capsules, d'isolat, etc. Donc, la facilité, elle est là pour se procurer les matériaux. Par contre, je pense qu'il y a un intérêt réel de poursuivre les recherches. Je sais que les instituts de recherche en santé du Canada ont eu des initiatives particulières pour avancer la recherche dans le secteur de la santé. Par contre, je pense que collectivement, il faudra voir qu'est-ce qui peut être fait pour la recherche à caractère, si on veut, de production agricole à toutes sortes de niveaux, parce que la recherche santé va être très bien financée. En sciences et génie, il va peut-être avoir certains volets de recherche qui vont être faits, mais dans le niveau alimentaire, production agronome, agricole, etc., il va falloir regarder qu'est-ce qui peut être fait à ce niveau-là. Pour illustrer mon propos, puis un des défis qu'on a, j'ai pris une étude récente qui a été publiée en 2019, au début 2019, et on comparait les différentes modalités d'extraction du CBD, et c'était fait en fonction de caractéristiques quand même importantes, leurs caractéristiques physiques, chimiques, aussi sur la question économique, puis à une échelle industrielle. Puis quand on parle d'échelle industrielle, les analyses pour chacun des différents procédés qu'on verra par la suite, bien, on parle d'à peu près 4000 kg de matière de biomasse traitée par jour. Donc, on parle d'usines, il y avait 2 usines, donc chacune procédait à 450 000 kilos par année et plus. Donc, c'est des sommes quand même importantes de volume de matériel. Et ça, c'est un des défis, ça va être la taille de notre entreprise. Je vais aller rapidement. Ça, c'est juste un graphique qui pour vous expliquer qu'il y a différents procédés. C'était tiré de l'étude de Devi et Kanam du Journal of Cleaner Production. Et essentiellement, les procédés, il y a celui au CO2 en haut, donc l'extraction au fluide supercritique. Il y a la percolation, pyrolyse, le SOx inlet, l'ultrasonication. Et les deux du bas, ben, c'est de l'ultrasonication avec un SOx inlet avant ou après. Donc, on parle de 2 procédés. Bien, essentiellement, tous les produits, on parle des phases ABCD, on doit préparer les matières premières, on doit préparer les équipements, remplir les conteneurs d'extraction et entrer les paramètres qu'on veut bien là, extraire, parce qu'il y a différentes molécules qu'on peut prioriser à l'intérieur de tout ça. Selon les méthodes, on va ajouter un co-solvant, on va dissoudre un soluté, on va produire de la bio-huile, un bain ultrasonique. Tout ça est quand même fait de façon qui a été testée pour voir, bien, pour une échelle industrielle, qu'est-ce qui fonctionne, puis quels sont les défis. Juste vous donner un petit schéma. Ça, c'est un schéma qui représente une extraction par fluide supercritique. Donc, on a un peu du gaz carbonique qui est sous forme là, de solide. Et à travers des échanges gazeux, liquides, on extrait, là, parce que tous les procédés, dans le fond, on chauffe un solvant ou il y a un solvant qui vient en contact avec la matière première et par condensation ou d'autres mécanismes, on vient qu'à récupérer le résultat. Ça, c'est des boucles fermées. Il faut jouer avec des pressions, des températures, donc des équipements très dispendieux. Jusqu'à pas longtemps, l'image en haut à droite, c'est quelque chose qui faisait peut-être un cabinet qui était de taille en laboratoire. Maintenant, les compagnies pour extraire, si on veut, du chanvre, par exemple, pour des superficies de je ne sais pas combien d'hectares, bien là, on parle, l'image est un peu floue, mais c'est des grandes citernes. On est sur 2 étages et le processus qui est en bas ici à droite, bien, essentiellement, ça peut traiter de 1000 kg jusqu'à 100 000 kg de biomasse par jour selon les tailles de cuves qu'on va vouloir mettre.
Ben, quelqu'un qui se lance là-dedans, faut qu'il soit sûr qu'il y a une filière qui est établie, qu'il y a un acheteur de son produit et qu'il y a de la matière première qui va entrer dans sa chaîne de production. Donc, il y a des défis très importants là-dessus. L'étude donne des rendements, donc qui varient entre 36 à 18,94 Et oui, c'est un rendement qui peut être relativement intéressant, mais ceci n'est juste qu'un des facteurs. C'est qu'on fait l'analyse comparative des procédés. Qu'est-ce qu'on veut extraire? Quelle est la propriété du produit? Est-ce qu'on va en faire une huile alimentaire? Est-ce qu'on va en faire une huile de CBD? Est-ce que la réglementation permet, oui ou non, des traces de certains produits? Si on utilise des alcools ou des hydrocarbures, ben là, ça se peut qu'il y ait des résidus. Donc, le CO2 supercritique est un peu la norme de l'industrie présentement, mais le processus est cher, prend un peu de temps. Nous, on regarde présentement là, avec les hydrocarbures parce que le gouvernement canadien nous permet de faire ça. Par contre, pour l'usine qu'on planifie ici à Saint-Félicien, il faut avoir, là, pour notre certification de bons procédés de production, il faut qu'il y ait des salles qui sont, si on veut, sécuritaires pour prévenir tout risque d'explosion. Donc, il y a toutes sortes de caractéristiques qu'il faut faire. Donc, il y a des investissements importants. Mais selon, tout ce que ça veut dire, le graphique, selon ce qu'on veut faire, il n'y a aucune méthode qui est la panacée qui fait tout. Donc, le meilleur rendement, c'est l'ultrasonication. Par contre, présentement, ce ne sont que des petits bassins qu'on peut cultiver. Le SOX Inlet, qui est une méthode là, qui date là, de je ne sais pas combien de dizaines d'années, voire un siècle, où on chauffe un solvant, on va avoir une plus grande présence d'acide gras détecté dans l'huile. Au point de vue des groupes fonctionnels, toutes les méthodes ont une bonne absorption là, de la lumière, donc au point de vue de spectroscopie. Morphologie, encore là, il y a une variation de l'ultrasonication qui va préserver la paroi là, des fibres, pas des fibres, mais des huiles qu'on veut retirer, puis des différentes molécules. Analyse économique, c'est le CO2 supercritique qui a une bonne production, donc des bons volumes de production en maintenant la qualité du produit. Par contre, c'est cher et le facteur temps est un facteur important. Efficacité énergétique, présentement, le SOX est celle qui est la plus faible consommation d'énergie. Par contre, c'est les volumes qu'on peut produire, tout est la question de quel est notre marché de fin. Là, c'est ici qui commence à être très intéressant et où une journée comme aujourd'hui nous permet d'encontrer un paquet d'acteurs du réseau, de la filière. Une des choses qui est importante, c'est une transformation de volume quand même conséquent dans une période limitée. On sait que nos productions, on écoutait nos collègues français ce matin où il y avait toute la récolte là, qui se faisait dans une période de 8 à 10 jours, des quantités incroyables. Oui, puis je vous dirais que c'est quand même important. Les conditions optimales pour récolter. Si on veut produire une huile de CBD, nous, on a besoin d'un matériau qui est plus frais. Donc, très souvent, on est en train, là, avec des gens de l'Ouest canadien, des universités de l'Ouest canadienne, nous, par association avec certains partenaires, c'est de faire l'extraction, une première pression pour avoir une huile brute sur les champs. Donc, c'est une grande citerne avec quelque chose pour faire une presse, pour avoir une huile brute sur le champ, et après ça, la transporter pour être en mesure de faire les transformations ultérieures. Parce qu'encore là, quelqu'un mentionnait, il y a des facteurs de distance, les productions qui sont faites selon les différents niveaux. Donc, il y a quand même beaucoup d'innovations qui doivent se produire à ce niveau-là. Donc, c'est quand même important. Le coût des équipements. Je mentionnais tout à l'heure, oui, il y a des équipements, une salle anti-explosive, etc. On parle de millions de dollars. Juste pour vous dire, notre site de production, juste la première phase de 3 phases, pardon, ici à Saint-Félicien, c'est tout près de 30 millions de dollars qu'il faut investir. C'est vrai que l'unité de transformation, c'est qu'une fraction de cette portion-là, mais c'est quand même plusieurs millions de dollars
avoir la formation de personnel compétent. Donc, nous, dans la demande de licence, quand on fait une transformation, Santé Canada se donne le droit d'accepter ou non nos responsables qualité. Donc, il y a un cahier de charges qui est très, 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 très important à cet égard-là. Donc, comme je vous disais, les exigences réglementaires est une barrière quand même à tous ceux qui voudraient faire de la production. Le défi premier, puis on en parlait ce matin, tout commence par la graine, c'est la proportion de CBD présentement dans les souches qui sont acceptées à Santé Canada. Je vous dirais que le défi, il est de taille, parce que présentement, les souches ne permettent pas de grandes quantités de CBD, parce qu'initialement, l'industrie était probablement plus axée sur le grain et la fibre. Maintenant qu'il y a un marché potentiel qui s'ouvre, là, il y a peut-être d'autres sélections. Présentement, là, juste ce matin, je parlais à notre maître de culture, il dit, si on est capable de trouver un moyen pour faire de la sélection, être capable d'entrer dans un programme pour faire accepter une nouvelle semence. Présentement, il y en a une qu'on aide le transport, si on veut, qui va varier, qui va partir du Colorado pour aller en Floride, mais là, il faut amener ça au Canada. Bien, les programmes de sélection, ça peut prendre facilement 2 ans pour faire tous les cycles de reproduction, etc. Puis des fois, pour accélérer, je sais que dans l'Ouest, très souvent, bien, ils vont prendre des serres et des serres d'une superficie d'au moins 4 hectares pour tenter de cultiver le plus rapidement possible. Donc, et moi, je voyais M. Dallaire et d'autres aussi qui sont vraiment spécialisés dans ce domaine-là. Ce sont des acteurs clés. Par contre, là, il va y avoir différentes graines pour répondre à différents besoins. Donc, collectivement, est-ce qu'il y a un souhait qu'il y ait de l'huile de CBD? Puis tout va être une question de marché, de prix, de revient, etc. Donc, tout le monde va regarder à ça. Donc, c'est ça. La structuration du marché de l'huile du CBD, bien, présentement, je vous dirais que si j'avais de l'huile, aujourd'hui, je suis capable de la vendre en un coup de téléphone. Le monde en demande de façon très importante. Par contre, on voit beaucoup de pays qui sont en train de légaliser la production de cannabis. Et là, je ne parle pas de chanvre, là, mais de cannabis. Mon collègue était en Colombie la semaine dernière et essentiellement, beaucoup de producteurs n'attendent que l'octroi de licence pour se lancer. Bien, eux, ils cultivent à l'extérieur, donc il y a moins de contrôle sur l'environnement. Est-ce qu'ils vont utiliser des fertilisants, des pesticides, toutes sortes de choses comme ça, mais on va rentrer dans un marché en concurrence où notre produit, qui va être certifié, qui, nous, pour exporter, on doit avoir la certification, comme je mentionnais. Donc, il y a un gage de qualité. Tous les lots qui vont être produits vont avoir leur certification de labo, etc. Donc, ça augmente au coût. Mais définitivement, nous, il faut avoir une traçabilité du produit qui va partir de la graine jusqu'au consommateur. La réglementation, elle est quand même là pour le domaine du chanvre, mais présentement, c'est moins sévère, si on veut, que le côté cannabis. Le côté cannabis, les enquêtes de sécurité, à ne plus finir, tout ça est fort important. Mais c'est quand même de beaux défis. Et aussi celle de la transmission des connaissances et des savoir-faire. Je pense que ça, c'est critique quand on veut structurer une filière solide, c'est qu'on a une base où on peut partager les savoirs, les savoir-faire. Donc, un peu, là, c'est ma dernière acétate. Il faut avoir un écosystème de collaboration et d'innovation. Donc, c'est un peu mettre un cercle vertueux alentour de qu'est-ce qu'on veut faire. Et je vous dirais que c'est possible. Parce que très souvent, des gens peuvent avoir le premier réflexe, c'est de se retirer et « Ah non, moi j'ai un avantage, fait que je vais en profiter de mon avantage. » La concurrence de demain, ben, c'est le monde. Et je vous dirais que, juste un exemple, quand j'étais à l'Université Laval, juste pour des pales de turbines, bien, on était capable d'avoir dans un même projet de recherche les 5 plus grands producteurs mondiaux qui étaient à investir dans le même projet. Donc, il y a moyen de mettre ensemble nos efforts pour de la recherche précompétitive. Il y a un bon financement par le gouvernement. Il y a les crédits d'impôt. Donc, dans le budget d'hier ou avant-hier, je n'ai pas regardé, je n'ai pas entendu celui du Québec, mais on va continuer à majorer. On va amener une plus grande ouverture pour des crédits d'impôt en recherche scientifique et développement expérimental.
Il y a la possibilité de mettre en commun, parce que quand il y a des projets comme ça, bien, on forme une relève scientifique pour demain. Donc, on a besoin de gens qui savent faire, qui sont connectés à travers les différents réseaux, tant local qu'à l'international. Donc, ça, c'est fort important. Donc, il faut mettre en commun toutes nos énergies, que ce soit des sélectionneurs, des producteurs, des transformateurs. Il faut être capable de sélectionner, de faire homologuer des semences performantes, et ça pour chacune des filières. Donc, nous, présentement, le défi majeur, c'est que les graines ne produisent pas suffisamment de contenu résineux. Établir des mécanismes de collaboration de la semence aux produits transformés, puis peut-être faire valoir les particularités du terroir. Qui sait, il y a peut-être une semence, un chanvre qui va avoir, au point de vue alimentaire, un goût particulier. Juste exemple pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a des terpènes qui ont le goût de bleuet. Ça peut être une couleur locale pour des producteurs locaux. Il va peut-être y avoir des produits où il va y avoir une empreinte où on va être capable de faire un produit unique qui va se démarquer. Donc, une initiative comme aujourd'hui, je pense que c'est fort apprécié pour moi, faire connaissance avec plusieurs d'entre vous et de regarder comment ensemble on peut structurer. Et moi, j'ai l'impression que les acteurs de la région vont être capables de mobiliser les gens, puis c'est de voir là, comment tous ensemble on peut réaliser ce beau défi-là. Bien, je vous remercie.